Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder les actions qui sont dans ma watchlist et qui présentent leurs résultats la semaine prochaine. Donc il y en a 6 et on commence par Manhattan Associates. Donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils vendent un logiciel aux entreprises pour gérer la supply chain, donc concrètement les stocks, les livraisons, etc. Et je n'avais déjà parlé dans quelques vidéos. Donc c'est une boîte qui répond à tous mes critères de qualité, donc bonne croissance annuelle à 2 chiffres, surtout un excellent ROCE de en moyenne 66% sur les 5 dernières années, et qui est même aujourd'hui à un plus haut de presque 80% de ROCE. Je pense que c'est le plus haut que j'ai jamais vu. D'ailleurs, je calcule mon ROCE avec le free cash flow et non pas avec les bénéfices. Ça donne une meilleure représentation de la vraie capacité de l'entreprise à générer du cash. Donc, je préfère faire cet ajustement. Il n'y a pas de dette. Ils ont d'ailleurs plus de cash que de dette. Si je vais voir ici, ouais, voilà, la barre bleue c'est le cash, la barre jaune c'est la dette, donc voilà, ils risquent pas de faire faillite. Il y a un petit peu de rachat d'actions, même pas mal de rachats d'actions, et il y a des marges qui sont très bonnes, 24% de marge du free cash flow, et des marges qui sont en hausse. Et le business model est bon puisque c'est du software avec revenus récurrents, comme c'est du logiciel d'entreprise, de gestion de supply chain, il doit y avoir des bons switching costs, même si j'ai pas creusé beaucoup plus encore pour cette entreprise. Et la raison pour laquelle j'ai pas creusé à fond, c'est parce que de toute façon, niveau valorisation, il y a quand même de la marge avant que ça devienne intéressant. Si je vais ici, donc j'ai le price sur free cash flow, qui est aujourd'hui à 63, donc c'est une boîte voilà, qui se vend pour 63 fois son free cash flow, ce qui est beaucoup trop risqué pour moi malgré les super bons fondamentaux. Il y a quand même des limites. Et on voit que c'est un record de valorisation pour cette boîte, qui avait eu un plus bas il n'y a pas si longtemps, il y a 6 ans, à 19 fois le free cash flow en 2018. Et si je me mets sur 20 ans d'ailleurs, juste après la crise financière, en 2009, on pouvait l'avoir à 6 fois le free cash flow. Donc ce qui est assez fou, puisque rien que sur le multiple, c'est 1 x 10. Et en plus, entre-temps, ils ont dû faire croître énormément leur free cash flow par action. Si je vais voir ici, depuis 2008, de 58 centimes à 3,86$. Donc ça doit être un x7, un truc comme ça à peu près. Donc x7 sur le free cash flow par action et x10 sur le multiple, bah ça fait x70 pour les personnes qui avaient investi en 2008 dans Manhattan Associates. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui en partant d'un multiple de 63, bah là c'est même pas la peine d'espérer un x10 sur le multiple, même un x2 d'ailleurs. Il y a plus de chances d'avoir un divisé par 2 qui me paraît à un moment donné très probable. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je creuse pas plus, parce que j'attends que les valorisations redeviennent plus raisonnables, mais en tout cas les fondamentaux sont super. Donc on sait jamais s'il y a un changement de sentiment qui passerait un petit peu plus dans la négativité, ça pourrait devenir intéressant. Donc voilà pour la première, Manhattan Associates. Ensuite on passe à MSCI. MSCI aussi qui fait partie des meilleures boîtes qu'on peut trouver au niveau des fondamentaux. Donc comme Manhattan Associates, c'est des bonnes croissances du chiffre d'affaires et du free cash flow à 2 chiffres. Un ROCE qui est très bon à 24% et qui est aussi en hausse, ce qui est très bon signe. Ils ont un petit peu plus de dettes que la moyenne pour ce genre de boîte. La plupart des entreprises comme ça ont aucune dette. Donc je sais pas la raison pourquoi est-ce qu'ils ont de la dette, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont réduit, parce que là en 2023, ils pouvaient rembourser en 3,6 ans, mais là c'est calculé avec le dernier trimestre, ils peuvent la rembourser en moins de 3 ans. Donc si je vais regarder la dette nette, donc la dette nette a légèrement baissé au dernier trimestre. Je regarde, est-ce que c'est parce que le cash a augmenté? Donc non, c'est le niveau de dette qui a légèrement baissé. Le niveau de cash, il a un tout petit peu augmenté. Et le free cash flow par action, il a aussi fait un plus haut. Donc c'est ça, ils ont légèrement baissé leur niveau de dette et augmenté leur free cash flow. Ça fait qu'ils peuvent donc rembourser leur dette avec moins d'années de free cash flow. Donc ils réduisent leur nombre d'actions, et surtout ils ont des marges qui sont énormes, quasiment à peu près du niveau de celle de Mastercard et un peu en dessous de celle de Visa. Mais ça fait partie des plus hauts niveaux de marge qu'on peut trouver, hein, avec 45% de marge du free cash flow. Et pour se donner un point de comparaison, il faut se dire qu'il y a par exemple des boîtes, même comme par exemple Spotify, qui est une boîte de software pourtant, qui à cause de son business model, donc ils doivent reverser pas mal d'argent, je pense aux maisons de disques ou des trucs comme ça, ou aux artistes, et ça fait que leur marge brute, elle est d'à peine 30%, alors que là, la marge du free cash flow de MSCI est de 45%. Donc ça fait une différence qui est vraiment énorme, hein. D'ailleurs, la marge brute de MSCI, c'est du 80%. Donc la marge brute, hein, c'est quand on a juste enlevé ce qu'on appelle le coût des ventes. Donc c'est les coûts qui sont nécessaires pour créer les produits et pour que les produits tournent, quoi.
Donc c'est avant d'avoir enlevé la moindre dépense de marketing, avant d'avoir enlevé la moindre dépense de recherche et développement, avant d'avoir enlevé la moindre dépense administrative, etc. Donc la marge brute, elle est vraiment définie à la nature du business model en lui-même. Et c'est compliqué à changer drastiquement. Une boîte qui a réussi à le faire, enfin qui arrive encore à le faire, c'est Amazon qui a commencé avec des marges brutes très très faibles et qui, au fur et à mesure qu'elle s'est de plus en plus transformée en boîte de software avec AWS, Amazon Prime, la publicité maintenant, etc., bah, la marge brute, elle monte en flèche, elle doit être maintenant à peu près à 50%. Mais donc voilà, MSCI, excellent business que je n'ai pas pour des raisons de valorisation, encore une fois, comme souvent en ce moment. Aujourd'hui, ils sont à 35 fois le free cash flow. Il y a eu pire en 2021, et d'ailleurs l'action s'est toujours pas reprise depuis ce moment-là. Comme quoi même les meilleurs business peuvent être des mauvais investissements si on paye trop cher. Ouais, donc MSCI, ils ont fait un plus haut à 650 $, le 10 septembre 2021. Aujourd'hui, on est en janvier 2025, donc ça fait déjà 3 ans et demi, et l'action a toujours pas fait un nouveau plus haut, parce que le multiple de valo s'est contracté, donc est passé de 60 à 35, et 35, c'est déjà beaucoup plus cohérent pour un business pour un business comme MSCI qui a peu de chances de se retrouver à 15 fois le free cash flow, mais c'est pas non plus du pas cher, quoi. Et je préfère attendre une opportunité plus évidente, et on voit que on a déjà eu des valorisations plus basses, hein. On pourrait avoir du MSCI à 25 fois le free cash flow un jour. Je pense qu'à 25 fois le free cash flow, ce serait un niveau où j'en achèterais. Donc voilà, mais pas aujourd'hui. Donc c'est tout pour MSCI. On a ensuite Meta. Donc Meta, la première position de mon portefeuille, et que j'avais acheté en 2022. Et le jour, je me fais la réflexion de si je devais avoir une seule des Magnificent Seven, laquelle ce serait. Et je me suis dit que ce serait très probablement Meta, et que je me disais pas ça parce que c'est celle que j'avais, évidemment, même si ça m'arrange. Parce que si on combine les croissances, les marges et la valo, je trouve pas qu'on est mieux chez les autres. Il y a peut-être le cas d'Amazon que je comprends moins bien, c'est un peu plus dur à évaluer. Mais sinon, en tout cas pour le reste, je trouve que Meta est au-dessus en termes d'investissement en tout cas. Là en termes de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, ils sont encore à plus 16%. En free cash flow par action, plus 20%, alors qu'ils avaient déjà refait exploser leur free cash flow par action l'année dernière, en 2023, suite au creux qu'il y avait eu en 2022. Et tout ça en sachant qu'ils sont encore en train de faire des énormes investissements dans l'IA et dans la partie Reality Labs. Et pourtant, ils sont de loin à leur record de free cash flow par action. Même si on regarde au niveau des marges, sur la marge brute par exemple, ils ont 81%, donc ça fait vraiment partie, c'est très rare en fait les business qui ont plus de 80% de marge brute, et on pourrait se dire que c'est courant chez les boîtes de software, mais par exemple, une entreprise avec laquelle on compare souvent Meta, c'est Google, tout simplement, mais Google, la marge brute, c'est 58%, avec un plus haut à 65%, le plus haut de Meta c'était 86%, donc je sais pas exactement, j'ai pas regardé qu'est-ce qui explique que la marge brute, donc que les coûts de Google soient beaucoup plus élevés comme ça que Meta. Un élément qui joue mais qui ne doit pas faire toute la différence, c'est le fait que YouTube reverse la moitié des revenus publicitaires aux créateurs. Et moi je n'utilise pas du tout Instagram, mais il faut se dire quand même que c'est fort qu'ils arrivent à avoir un réseau social qui marche aussi bien, sans avoir à reverser un seul centime aux créateurs. Et du coup ça leur donne des bien meilleures marges. Voilà, donc il y a tout ça, et puis sur le côté, je suis encore sur Google, sur le côté valorisation, alors ça n'a plus rien à voir avec quand j'en ai acheté en 2022, mais il y a clairement pire, hein, y compris parmi les Magnificent Seven, et surtout parmi les Magnificent Seven. Aujourd'hui on est à 30 fois le free cash flow, donc c'est pas un niveau auquel j'ai envie d'en acheter. Mais il faut se dire que Microsoft, là c'est du 45 fois le free cash flow, Apple c'est du 35, Nvidia c'est 60, Tesla, je sais même pas combien c'est, mais c'est beaucoup plus. Et si on refait la comparaison avec Google, donc sachant que Google et Meta, les deux en ce moment ont beaucoup de capex, et donc le capex, ça baisse le free cash flow. Malgré ça, Meta est quand même à 30 fois le free cash flow, alors que Google en ce moment est à 44, et on voit ici que c'est parce que le free cash flow est un petit peu en baisse à cause de ces investissements pour l'intelligence artificielle. Et on peut se dire que ces investissements, comme leur nom l'indique, c'est des investissements et que donc ça va payer, mais je me dis que Meta, ils ont aussi ces investissements et ça ne les empêche pas d'avoir quand même un free cash flow record. Donc voilà, petite préférence pour Meta personnellement. Donc voilà, donc semaine prochaine il y a les résultats de Meta.
Ensuite, il y a les résultats de Microsoft. Microsoft, j'en ai déjà pas mal parlé récemment, donc je vais faire assez vite. Entreprise d'excellente qualité, évidemment, mais qui m'intéresse pas du tout en ce moment, puisque 45 fois le free cash flow. En 2013, il y en a qui ont pu l'avoir à même pas 10 fois le free cash flow, comme par exemple Terry Smith. Et même par exemple en début 2023, on pouvait l'avoir déjà à des prix beaucoup plus intéressants. C'était quand elle était vers les 250, quelque chose comme ça. Et quand on est à ce niveau de valorisation là, chaque résultat c'est un peu... En gros, si les résultats sont bons, le niveau de valo il va plus beaucoup augmenter à ce niveau-là. Par contre, s'il y a une déception, bah, ça peut très vite, enfin elle pourrait très très vite redescendre à 30 fois le free cash flow, hein, ce qui ferait déjà une baisse de 33%. Donc voilà pour Microsoft. Ensuite, le lendemain, on a Mastercard et Visa. Je vais faire les deux en même temps parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire et c'est un peu la même chose. Donc Visa que j'ai en portefeuille et Mastercard que j'ai pas. Et sur ces boîtes-là, il n'y a jamais vraiment de surprise. En gros, on s'attend à des croissances dans la continuité des croissances passées. Donc pour Visa, on s'attend à ce qu'il reste sur du plus 10%, 10% ou un petit peu plus de croissance annuelle du chiffre d'affaires, avec un petit peu plus pour le free cash flow puisque leur marge augmente dans le temps, et encore un petit peu plus pour le free cash flow par action puisqu'ils font des rachats d'actions. Et même principe pour Mastercard, mais avec des croissances un petit peu plus élevées. Mais en contrepartie, Mastercard est plus cher en termes de multiples que Visa, ce qui est normal, hein. Du coup, Mastercard mérite un multiple un peu plus élevé que Visa. Mais j'avais acheté Visa au moment où ils avaient des histoires avec la justice il y a quelques mois, et donc leur multiple de valo c'était plus contracté que celui de Mastercard. Donc j'avais acheté ça. Donc voilà pour Mastercard Visa, et ensuite il reste Apple. Donc les résultats d'Apple c'est jeudi soir après ceux de Visa. Et donc pour Apple, je vais me répéter par rapport au trimestre précédent, c'est que il n'y a toujours pas de croissance depuis 2021, et pourtant le prix s'est envolé, a continué à s'envoler, et on est maintenant à un plus haut, on est à 31 fois le free cash flow, ce qui est à peu près le même multiple que Meta, hein, mais la différence c'est que Meta a toujours des croissances, même de son chiffre d'affaires, à deux chiffres, voire même 15%, voire parfois 20% chaque année. Alors que là, Apple, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de croissance. Et donc s'ils n'arrivent pas à re-avoir de la croissance, forcément, à un moment donné, le multiple va baisser. Et en fonction de combien de temps ça dure, et aussi du sentiment général du marché, ça pourrait descendre très bas. Il y avait déjà une période comme ça. Moi, c'était le moment où Buffett avait investi justement, c'était 2016, où c'était la même histoire. Ils avaient eu une stagnation, voire même une petite baisse de chiffre d'affaires sur une année. Et donc les gens se disaient qu'il n'y aurait plus de croissance sur les iPhones, etc. Et donc on pouvait avoir du Apple à 10 fois le free cash flow. Et d'ailleurs, Warren Buffett a vendu une grosse partie de sa position sur Apple, Terry Smith a tout vendu, Lilu a vendu une partie ou tout, j'ai regardé. Il a vendu 58% de sa position sur Apple. Donc voilà, je suis curieux de voir quels seront leurs résultats ce trimestre-là. Et surtout à quel moment, si enfin le sentiment va s'inverser dans le cas où ils ont encore pas de croissance. Donc voilà pour les résultats de la semaine prochaine, donc on verra ce que ça donne. Et puis pour ceux qui veulent utiliser mon site Gram pour faire leur choix d'investissement, vous avez le lien en description, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!